Bonjour mes amis, je viens réagir à un événement extrêmement tragique qui a eu lieu cette semaine à Marseille, où il y a deux filles, une de 17 ans et une de 20 ans, qui ont été égorgées par un Tunisien en situation irrégulière, par un terroriste tunisien, à la gare donc. Et puis le terroriste lui-même a été abattu par l'armée ou la police municipale, j'ai entendu les deux versions. Vous voyez, aujourd'hui, c'est proche de nous. Aujourd'hui, c'est tragique. Quand vous regarderez cette vidéo dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, ça semblera si loin. Et d'ici là, on aura eu tellement d'autres tueries. Par contre, les gens pour lesquels il n'y aura pas de différence, ce sera les parents de ces gamines, qui voient des enfants, des jeunes filles, pratiquement à la fleur de leur âge, où tous les horizons sont ouverts devant elles. Et qu'est-ce qui se passe ? Il faut les identifier à la morgue et puis préparer les funérailles et les mettre dans une tombe. Vous comprenez ? Pourquoi ? Parce qu'une crapule, parce qu'un porc, parce qu'il n'y a même pas de mots pour qualifier cette vermine-là, n'est-ce pas ? À trouver dans des pots de chiens, des pots d'ânes, des planches, des pierres, des os, n'est-ce pas, de bêtes, des caractères écrits par des traits des fois complètement illisibles, des textes qui disent que y a une divinité qui aurait parlé aux Bédouins il y a très longtemps, et puis voilà, cette divinité a promis un paradis, littéralement un bordel pour faire simple, plein de vin, des femmes, des enfants, des trucs, je veux dire, pas racontables, 18 ans et plus, pour ceux qui assassinent pour cette divinité-là. Alors, les premiers ethnologues, quand ils sont arrivés en Arabie Saoudite, ils ont trouvé l'arabe primitif en train de tourner autour d'un cube noir, disant qu'il y a une pierre qui est tombée du paradis et que Dieu a parlé à leurs ancêtres il y a longtemps. Je peux vous dire que cette histoire, telle que je vous la pose comme ça, à l'époque, elle a fait rire dans les foyers, vous comprenez. Ce qui se passe, c'est que depuis, on a découvert du pétrole dans cet endroit du monde. Et ce qui se passe, c'est que ces idées tout à fait absurdes, ces idées probablement du même niveau que les idées qu'on trouve, ou les croyances qu'on trouve chez ces peuplades à moitié nues qu'on trouve dans l'Amazonie, n'est-ce pas ? Voilà, c'est de ce niveau-là. Sauf que si un jour les peuplades qu'il y a dans l'Amazonie arrivent à trouver du pétrole, le vendre et devenir riches, c'est clair qu'ils vous imposeront leur manière de voir le monde. Et puis, vous allez voir, ça sera très très mauvais d'être amazonophobe, juste pour vous le dire. Alors, ce qui se passe, c'est que il y a une promesse, il y a un vrai discours, il y a une promesse. Ça signifie ce que ce terroriste a fait, de sa perspective, il a fait du djihad. Et il y a des appels au djihad constamment. Les gens, le vecteur c'est la religion, et un certain nombre de gens baignent dans ces appels-là tout le temps, quotidiennement, plusieurs fois par jour, depuis leur enfance, depuis qu'ils ouvrent les yeux, ils entendent parler de tombe, il faut préparer ta tombe, et puis il faut préparer le djihad. Et ils vont continuer comme ça jusqu'à leur mort. Il ne faut pas s'étonner, la loi des grands nombres étant ce qu'elle est, si une partie de ces gens ont de la sympathie pour les actes djihadistes, et une partie de ces gens passent à l'action eux-mêmes dans ces actes-là et réalisent ces actes-là. En France, la pratique de la religion est libre. Ce qui fait que c'est quelque chose de très particulier, parce que dans les pays islamiques, la pratique de la religion n'est pas libre. Dans les pays islamiques, la pratique de l'islam est super encadrée par l'État. Même en Iran, même en Algérie, même en Arabie Saoudite. On ne laisse pas cette religion s'étaler dans l'espace public sans un contrôle étatique extrêmement strict. Pourquoi ? Parce que c'est pas une question d'islamophobie, on ne va pas accuser les Saoudiens, Riyad ou autres d'être islamophobes. C'est pas une question d'islamophobie, c'est une question qu'ils savent les dangers, ils savent les dérives qu'il y a dans cette religion. Parce qu'entre un islam de je fais la prière, je fais le ramadan et je donne 5 euros à la dame, et l'islam de je vais égorger des gens à la gare Saint-Charles, je vous assure qu'il n'y a pas beaucoup de... la frontière est très fine, parce que les mêmes livres qui parlent de prière, donner 5 euros à la dame et faire le ramadan, si vous allez juste quelques chapitres plus loin, ils vous diront d'égorger des gens, d'accord ? Donc c'est pour ça que je dis la frontière est extrêmement fine, et c'est pour ça que généralement en Algérie, en Arabie Saoudite et autres, l'imam il va pas lire la partie qui parle de djihad. Pourquoi ? Il va pas dire égorger la dame, parce que il y a la police qui est là, et la police comprend l'arabe.
ok, pas comme votre police à vous. Votre police à vous, je vous ai montré une vidéo où il y a littéralement un imam qui est en train d'utiliser un verset. S'il l'avait utilisé en Algérie ou en Arabie Saoudite, n'importe où, ou vu au-dessus de la police, dans une scène, on va dire, de confrontation, il aurait été arrêté au milieu de la prière. Hein. D'accord ? Alors que chez vous, bon, les flics, voilà. Je comprends que la France soit un pays, on va dire, laïque, la religion a perdu de la vitesse chez beaucoup de gens, en Occident en général c'est comme ça, il n'y a plus personne qui croit, personne ne croit en personne, je veux dire, c'est la religion, on a l'impression, chez l'Européen de base, que ça a été quand même relégué dans le passé. Ok, c'est bien ça, c'est peut-être bien, je ne sais pas, mais ce qu'il faudra savoir, c'est que ce n'est pas tout le monde qui est dans cet état d'esprit. Hein. Il y a des gens encore pour lesquels la religion est extrêmement importante. Et si la religion dit dans une certaine page, dans une certaine ligne qu'il faut tuer, il tue. Hein. C'est pas. Voilà. Donc ça, c'était un problème qu'il y a chez vous. Et je vais utiliser l'analogie, on va dire, du marécage, l'analogie du marécage du moustique. Je veux dire, c'est bien de tuer les moustiques hein, quand ils t'attaquent, un peu comme on fait la police ou l'armée avec cet enragé de la gare Saint-Charles. Le truc, c'est qu'il faut à un moment donné aussi penser à assécher le marécage. Le marécage, on connaît le marécage, c'est les prêcheurs de haine. Le marécage, c'est cette religion qui évolue de manière totalement anarchique et totalement incontrôlée dans votre pays, et qui trouve une terre extrêmement propice à la, comment dirais-je, à la propagation des idées, les pires idées, les idées les plus nauséabondes, pour reprendre une terminologie très française. Vous savez, vos islamistes à vous, ils font peur aux islamistes algériens. Hein. Ils feraient peur même aux islamistes saoudiens. Vous avez de vrais enragés, vous avez de vrais malades mentaux chez vous. Parce que c'est hors contrôle. Ça, c'est le premier point. Deuxième point que je voulais évoquer, c'était, et ça je tire la sonnette d'alarme depuis très longtemps, malheureusement on n'est pas nombreux à tirer cette sonnette d'alarme là, mais ce qui se passe c'est que vous avez remarqué sur l'international islamiste qui est extrêmement organisé, il y a des schémas très clairs qui sont en train de se voir. Et ça se voit depuis des années maintenant, ça se voit comme le nez sur la figure, mais les pays du Golfe financent, ceux qui apportent l'argent, hein, eux ils financent avec les pétrodollars l'idéologie, construction de mosquées, événements où ils invitent des gens pas très recommandables, tout ça, impression de livres en masse, sites internet, chaînes de télé, c'est eux qui sont derrière, c'est leur argent qui est derrière. Et c'est des milliards, d'accord ? C'est pas les moyens, hein, c'est pas ma caméra à 300 €, hein, je vous rassure, hein, c'est vraiment des milliards à des milliards. Donc, deuxièmement, il y a l'Égypte, où on trouve les frères musulmans et on trouve les idéologues. Hein, on trouve les frères musulmans et d'autres organisations. Et ce sont des gens comme Al-Azhar et autres, et ce sont des gens qui sont très très forts en termes d'idéologie. Hein, parce que si vous prenez, je sais pas, le saoudien moyen n'est pas très charismatique. Il y en a qui sont bons, mais la majorité ne sont pas extrêmement charismatiques. La majorité, ils ont des têtes de mort. Hein, vous voyez ces barbes, ces yeux qui partent dans tous les sens, etc. T'as l'impression que, je sais pas, t'as l'impression qu'ils viennent d'une autre planète, les gars. Hein, et je peux vous dire, ils sont tout aussi moches à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est vrai que question marketing, ils sont pas très vendeurs. Hein, c'est pas très. Et en fait, par contre, les Égyptiens, eux, sont très bons. Les Égyptiens, ils arrivent à véhiculer des idées, ils parlent un très bon arabe, ils maîtrisent la langue, ils maîtrisent le verbe, ils maîtrisent le texte et tout ça, et donc ils arrivent à t'embobiner des masses comme ça, hein, des masses non sophistiquées, hein, comme dit la CIA. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, et c'est là où j'interviens moi, c'est là où je tire la sonnette d'alarme, c'est que le Maghreb est en train d'être utilisé comme exécutant dans cette affaire. C'est la cheville ouvrière. C'est de là qu'on recrute les djihadistes sur pied. C'est de là, on les prépare. Et ça, c'est quand même un danger, parce que le Maghreb est juste au sud de l'Europe, et il est en train de projeter des assassins sans arrêt. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. C'est pas, il faut que quelque chose soit fait. Mais quoi, je ne sais pas encore. Mais le truc aujourd'hui, c'est que j'ai peur des habitudes. Par exemple, par rapport à la France, j'ai vraiment peur du poids des habitudes. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous allez avoir une nouvelle génération de gamins qui vont peut-être aujourd'hui avoir 10 ans, ou d'autres gamins qui vont naître aujourd'hui, ou qui arrivent à un âge où ils commencent à prendre conscience de l'actualité, de ce qui se passe dans leur pays. Et ces gamins-là n'auront connu toute leur vie que la pseudo-normalité des égorgements, des décapitations, des éventrations, des massacres à la Kalachnikov, etc.
Ça va devenir une normalité. Il faut savoir que les groupes terroristes travaillent sur cette normalité-là, parce que une fois que vous vous habituez à cela, hein, vous allez presque avoir des AOC là-dessus. Hein. Ça va devenir partie de vous-même. Ça va devenir une partie de votre mode de vie. Hein, que tu arrives le matin, tu marches sur une tête ou un bus explose, ben, tu prends le suivant et des trucs comme ça. Ça va devenir ça. Et ça, une fois que tu rentres, une fois que tu commences à, hein, comme on dit, une fois qu'on commence à se sentir bien dans la merde, c'est qu'on n'est pas très loin d'y crever. Hein. C'est ça le problème. Hein. C'est que à un moment donné, vous allez vous sentir bien. C'est ça, et c'est ça qui m'effraie moi. Donc, je sais pas, mes amis. Je sais pas. Je peux vous parler pendant 3 heures de la chose. Hein. Je peux vous expliquer les mécanismes par lesquels on nous fait passer. Hein. On ouvre les yeux et du moment qu'on ouvre les yeux, on commence à nous parler de mort. Hein. C'est tout. On grandit du moment qu'on commence à percevoir les premiers mots, commencent à arriver à travers nos oreilles et prendre un sens dans notre cerveau. Hein, il y a un adulte qui est en train de nous servir un discours extrêmement saucissant à l'ail, en train de nous dire voilà, il y a la tombe et tu es là juste de passage et tout ça. Et la loi des grands nombres étant ce qu'elle est, que lorsque beaucoup de gens sont exposés à cela, une partie y croit et une partie marche dedans et tue. Voilà. Je peux pas m'empêcher aussi, juste un dernier truc, je peux pas m'empêcher de penser, je ne peux pas démontrer ce que je vais vous dire, ce qui va venir dans la vidéo, je ne peux pas vous le démontrer, mais j'ai quand même l'impression que ce terroriste de Marseille a fait du profilage racial avant d'attaquer les victimes, parce que, sans vouloir ouvrir une boîte de Pandore, j'ai quand même l'impression que si tu vas à Marseille et que tu interpelles 2 filles au hasard, ne serait-ce que pour leur demander l'heure, de manière aléatoire complètement, je pense que les chances qu'elles s'appellent Laura et Morane sont extrêmement faibles, n'est-ce pas ? Je pense que tout le monde l'a compris. Et ce qui se passe, le gars a dû faire un profilage racial. J'arrive. Afin de viser, bien sûr, la France dans le cœur. Donc en visant, on va dire, les enfants de la France. Parce qu'il y a un côté raciste derrière cette affaire-là. Dans le djihad, il y a un côté de la négation de l'autre. Hein. D'ailleurs, le fait de décapiter, le fait d'enlever la tête, il y a un côté déshumanisation là-dedans. Alors, j'ai envie de partir sur un sujet, mais si je l'ouvre, on va en avoir pour une demi-heure et j'ai pas envie de parler pendant une demi-heure, même si je pense que ça peut être utile. Vous savez, je sais que des fois ce que je dis peut être décousu, je sais, mais l'humain est compliqué. Vous savez, les ondes de cerveau qui font des tâches très éloignées, parfois l'une de l'autre se touchent, hein, et c'est pour ça que il faut peut-être accepter un petit peu un certain degré de chaos, pas un degré d'organisation, parce que l'organisation ne te permet pas de comprendre ce genre de personnes, tu comprends, parce que les actes qu'ils commettent sont à l'image ou te donnent une juste idée du chaos qu'il y a dans leur tête, tu comprends. Donc il faut pas être extrêmement, il faut quand tu cherches à analyser ce qu'ils font, il faut vraiment comprendre que chez eux, les fils se touchent, hein, comme on dit. Les fils se touchent. Des fils qui ne doivent pas se toucher se touchent. Donc tout est mélangé, tout est connecté. Il y avait, quand j'étais petit en Algérie, il y avait certains agresseurs, je vous en avais parlé, que c'est ce qu'on appelait des hagara. Il n'y a pas cela en France, il n'y a pas ça dans la culture occidentale. Le hagar, c'est quelqu'un qui agresse gratuitement. Tu vois, il t'agresse pas pour te voler, il t'agresse gratuitement. En fait, l'occidental ne comprend pas cela, parce que l'occidental est un homme d'affaires. Ça signifie l'occidental, même lorsqu'il t'attaque, même lorsqu'il t'agresse, c'est pour quelque chose. C'est pour te voler, c'est pour prendre ta montre, ton argent, ta veste, ou quelque chose, tu comprends. Mais pas, il va pas t'agresser juste pour t'agresser. Hein. Donc, on avait ce qu'on appelait des hagara. Et une des particularités, je me souviens, c'était il y avait une attaque très spéciale qui s'appelait Nel'ab ou al-Haram. Alors ça veut dire quoi?
Ça signifie je joue, je gâche la partie. Je joue ou je gâche la partie. Alors ça veut dire quoi? Par exemple, nous avons, je sais pas, un ballon, un nouveau ballon, nous sommes en train de jouer avec. Il arrive, le violent, il arrive, la brute, et qu'est-ce qu'il dit? Je joue ou je gâche la partie. Ça signifie soit vous m'intégrez, vous me laissez jouer, soit je vais gâcher la partie. Ça signifie je vais m'arranger pour assommer l'un de vous, voler le ballon, déchirer le ballon, faire quelque chose, m'arranger pour que la partie s'arrête là. Comprenez? Ça, c'est un point extrêmement important. Donc, dans le fait qu'il a assassiné ses filles, ce n'était pas par hasard. C'était du genre parce que il faut pas, comment dirais-je, négliger le côté freudien de l'affaire. Il ne faut pas le négliger, c'est understatement parce que c'est pratiquement 90% de ce qui se passe dans leur tête est lié à une sexualité refoulée. C'est très important cela. À une sexualité complètement maladive, qui s'exprime de manière maladive. Parce que ce qui se passe, c'est que depuis toujours, et ne cherchez pas les connexions, elles viendront. Depuis toujours, les pouvoirs arabo-musulmans ont utilisé la privation sexuelle comme un moyen de contrôle sur la population. Parce que, tu sais, c'est très simple. Il y a la pyramide de Maslow, la pyramide des besoins humains, le besoin de manger, le besoin de se protéger, les besoins sexuels, tout ça, le besoin d'appartenir à une communauté, qui sont des besoins extrêmement importants. Et on peut démontrer que pourquoi ces besoins sont fondamentaux. Un iPhone n'est pas un besoin fondamental, mais manger, c'est un besoin fondamental. Parce que si on ne te donne pas à manger, quel que soit le degré de civilisation que tu as atteint dans ta tête, tu seras très rapidement prêt à tuer. D'accord? Quand il y a eu, vous savez, au Chili, il y a eu une fois un avion qui s'est écrasé dans les années 70, un avion s'est écrasé dans les Andes. Et ce qui se passe, c'est que une partie des passagers sont morts, les autres pas. Et il y a eu des actes de cannibalisme. Ça signifie les survivants ont mangé les corps des morts. Si je vous donne comme ça, je vous pose comme ça la question, combien de temps ils ont mis avant de commencer à manger les corps? Combien de temps à peu près dans votre tête? 1 jour, 3 jours, 3 mois, 15 jours, 2 heures? En fait, la réponse, c'est qu'ils ont mis 3 jours. D'accord? Des gens extrêmement civilisés, très, très en bonne santé, des sportifs, parce que c'était une équipe de foot à la base. En 3 jours, ils étaient à la grosse pierre en train d'éclater les têtes pour manger le contenu. D'accord? Juste pour vous situer. L'humain, très rapidement, quand il est privé d'un besoin fondamental, devient prêt à tuer. Je reviens en arrière. Pendant des générations, et ça continue jusqu'à maintenant, les sociétés arabo-musulmanes ont été victimes d'une privation sexuelle généralisée. Ça s'exprime, ségrégation entre les sexes, les femmes emballées dans des sacs, punition extrêmement sévère pour tout acte de sexualité. Ça signifie que, par exemple, vous connaissez les 100 coups de fouet pour l'adultère, 100 coups de fouet, mais généralement ça veut dire une peine de mort, parce que généralement on sait quand il y a un coup de fouet, la personne est morte. C'est pas des petits coups de fouet, c'est pas de symbolique. La lapidation, vous connaissez, qui correspond donc à un verset qui a été perdu dans le Coran et puis quelqu'un s'en est rappelé plus tard et puis il l'utilise jusqu'à maintenant. Et la précipitation pour les actes homosexuels, donc ils jettent les gens à partir d'une hauteur. Ce qui se passe, c'est que si vous regardez les hommes de pouvoir musulmans dans le passé, il n'y en a jamais un qui a été condamné pour dérive sexuelle ou pour avoir une activité sexuelle. Ils avaient tous des harems, c'était des violoirs, on va dire, c'est des violoirs institutionnels, c'est des maisons de viol institutionnalisées. Et donc, personne, des gens de pouvoir et des gens qui gravitaient autour, qui allaient violer des femmes quand ils voulaient, n'ont été condamnés de leur vie pour des actes comme ça. Jamais. Il y a eu un homme de pouvoir qui a été fouetté ou qui a été lapidé ou autre. Ça n'existe pas. Il y en a même qui ont été jusqu'à violer son propre frère, comme je vous l'ai dit une fois. Jamais ils n'ont été punis. Pourtant, aux mêmes époques, quand on trouve un citoyen lambda de base qui passe sa journée à travailler dans des champs, dans de la misère, dans du purin, etc., et on le trouve dans un champ ou dans une vigne ou autre avec une je sais pas, la femme de ménage des voisins d'en face ou autre,
on les ramène et on les lapide et on demande à tous les gens, à tous les frustrés, de les lapider pour exprimer la haine qu'ils ont envers ces gens qui ont fait quelque chose que tous rêvent de faire et qui n'ont pas pu faire. D'accord ? Ok. Alors on en arrive où par là ? Je vous explique. Privation sexuelle, organisée, associée à une punition extrêmement sévère pour les transgressions. Ok. Maintenant, les hommes de religion qui travaillent pour les hommes de pouvoir, qu'est-ce qu'ils disent ? C'est quoi le contrat qu'ils donnent donc aux gens de base s'ils veulent vivre une sexualité tout aussi débridée que leurs hommes de pouvoir ? Ah ben voilà l'idée. Ils leur disent, tu vas faire le djihad, d'accord ? Tu vas aller faire le djihad pour l'homme de pouvoir. Tu vas lui ramener des biens de bouche, de l'or, tu trouves des églises avec des croix et tout, tu casses tout, tu ramènes. Et s'il y a des gens qui résistent, tu les tues. Tu trouves des jolies nanas, tu me les ramènes pour mon harem. Tu trouves des nanas, des enfants, tout ça, même des hommes qui ont l'air assez, qui réagissent pas trop, qui se défendent pas trop, tu les ramènes, pas trop farouches, tu les ramènes, on les vendra sur les marchés. Et donc, maintenant, les peuples que tu vas attaquer pour l'homme de pouvoir, pour lui ramener des femmes, bien sûr, peuvent se défendre. D'accord ? Ils peuvent se défendre. Ils peuvent te tuer. Et si tu meurs, qu'est-ce que tu deviens ? Tu deviens un martyr. Tu deviens un shahid. Et donc, quand tu deviens un martyr, et tu vas mourir, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas te réveiller dans ta tombe, et là, tu vas voir que tu es exactement dans le même harem que celui de l'homme de pouvoir. Et là, tu peux exprimer ta sexualité. D'accord ? La ficelle est énorme, mais elle marche. Elle marche chez beaucoup de gens. Et donc, ce qui fait que, pendant des générations, on a fait accroire à des millions de jeunes personnes que la sexualité se vit outre-tombe. D'accord ? Que la sexualité se vit, la sexualité, la vraie, commence une fois qu'on est mort. Une fois que la personne est morte, elle se réveille à l'état de zombie. D'ailleurs, certains, ils vont se faire exploser, ils mettent 15 slips l'un sur l'autre pour essayer de protéger leur partie génitale, au moins qu'il leur reste quelque chose, vous comprenez ? Ils seront en charpie, plus de bras, plus de jambes, tout est éclaté, n'est-ce pas ? Toute l'installation est dehors. Mais il reste au moins un sexe qui peut encore travailler dans leur vision, vous comprenez ? C'est des visions complètement fantasmagoriques, c'est des visions de secte apocalyptique. Mais nous sommes exactement là-dedans, nous sommes dans ce chapitre-là, de la secte apocalyptique. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus ces anciens hommes de pouvoir, ces califes et tout ça n'existe plus. Ils sont morts depuis très longtemps. Mais la doctrine qu'ils ont créée, fondée pendant des siècles, existe toujours. Et donc, ce terroriste tunisien, quand il arrive, il vient du Maghreb, il a été exposé au discours, ces discours-là depuis son enfance, puis qu'il a ouvert les yeux. Et ce qui se passe, c'est qu'il voit deux nanas, elles sont jolies, elles sont là. Ce sont des nanas qui probablement ne sortiront jamais avec lui. Ce sont des nanas qui le rejetteraient. C'est quelqu'un qui est extrêmement frustré dans sa sexualité. C'est quelqu'un qui, de toute façon, ne saurait même pas approcher une nana normalement. Il y a beaucoup qui peuvent avoir tellement justement, il y a cet antagonisme homme-femme dans la société arabo-musulmane, du Maghreb en particulier, qu'ils ne peuvent vivre la relation avec la femme que dans un contexte de violence et d'hyper-violence. Moi, il y a des nanas qui m'écrivent sans arrêt, elles me racontent des fois leurs déboires, c'est assez ahurissant. Il y a une nana en particulier, elle sort avec un type, ça fait 7-8 ans qu'elle sort avec lui, et c'est le grand amour, n'est-ce pas ? Et un jour, elle est avec lui dans la voiture, et puis elle sent une brûlure vive, là, elle arrache sa main, et il la tient, et elle arrache sa main, elle réussit. Elle a une cicatrice à vie. En fait, ce qui se passe, le gars, il a pris sa cigarette, et il l'a éteinte sur sa région carpienne. Là. Et donc, le but, dit pour te marquer, pour que tu te souviennes de moi. Voilà. En tout amour. Donc, il y a une relation qui est fondée sur la violence, voire même sur l'ultra-violence envers la femme. Et j'ai même des gars qui m'écrivent, il y a un gars qui m'a écrit récemment, il m'a dit, il était très sincère, d'ailleurs il faut que je lui réponde, s'il m'écoute, je lui présente toutes mes excuses, je n'ai pas encore eu le temps de lui répondre, tellement sa question était compliquée. Il m'a dit, Aldostéron, je suis un jeune maghrébin, j'ai quitté l'islam il y a plusieurs années de cela, je suis athée, et j'ai un problème avec les femmes. Il m'a dit, je n'arrive pas
à communiquer avec les femmes. Je n'arrive pas à me projeter dans une relation normale et égalitaire avec une femme. Je n'arrive pas à avoir une autre relation que le complexe et puis suivi par des phases de violence, des phases de complexe et puis des phases de violence. Donc des phases de complexe où il n'ose même pas parler à une femme et puis des phases de violence où il a envie de les agresser, de les frapper, de les insulter quand elles passent dans la rue. Vous comprenez, c'est un sorte de balancier de déséquilibre, hein, d'une extrémité à l'autre sans arrêt. Donc, le gars, il est dans le contexte de Nal'ab ou al-Haram, ça signifie je joue, je gâche. Il voit bien que ses filles ne pourront jamais les approcher. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre un couteau, il va les massacrer. Il va déshumaniser, déchiqueter ces corps-là. Et qu'est-ce qui se passe? Il va se faire tuer. D'accord? Et quand il se fera tuer, il pense qu'il y a une sexualité qui va commencer. Et puis là, il va pouvoir profiter, enfin, d'une sexualité normale, une fois qu'il est dans une tombe. Vous comprenez le truc? C'est ça le... Écoutez, moi j'aurais été à la place des autorités françaises, je l'aurais cousu dans un porc, les gars. D'accord? Je l'aurais cousu dans un porc. Ça, c'est pour celui qui est mort. Cousu dans un porc, comme ça, et que ça se sache. Hein, diffusé, que ça se sache. Qu'on sache qu'il est mort cousu dans un porc. Ça signifie que dans sa tombe, il aura du mal à vivre sa sexualité, sachant qu'il va traverser l'éternité dans le corps d'un porc. Et ça parle pas à des gens qu'on vous aime, moi. Mais il faut savoir que lorsqu'on parle un langage, quand on va par exemple en Chine, si on baragouine 3 mots de chinois, on va les utiliser. Mais c'est pas pour nous, hein, le chinois, c'est pour la personne en face. C'est elle qui va le comprendre. Donc ce langage que je suis en train de vous dire, c'est pour... deuxièmement, je vais aller vous dire un truc. Je l'ai censuré. Je me dis, est-ce qu'il vaut la peine d'être dit ou pas? Vous savez, des fois, on ne peut pas tout dire. Hein, mais bon, moi, je parlais l'autre jour à un Algérien. Il me parlait de votre situation. Et le gars, il m'a dit que s'il avait du pouvoir en France, s'il attrape quelqu'un en train de préparer un attentat, il m'a dit, c'est quelqu'un qui travaille dans la sécurité. Il m'a dit, je le ferai prendre par un âne et je mettrai la vidéo sur YouTube. Okay? Il m'a dit, je diffuserai cela. Et il m'a dit, toute personne qui voudra se faire prendre par un âne n'a qu'à commencer à faire des préparatifs d'attentat. Il m'a dit, quand quelqu'un commencera à préparer un attentat, il commencera à se sentir mal au derrière, directement. Parce qu'il saura qu'il y a une relation mécanique entre commencer à s'intéresser à préparer un attentat dans cette société et le fait de se faire prendre par un âne. Il y a une relation mathématique, certaine, garantie. Donc, celui qu'on trouve en train de préparer un attentat, ce qu'il veut ça. Vous comprenez? C'est extrêmement violent ce que je suis en train de dire. Mais, à un moment donné, vous allez me dire, nous on est civilisés, mais on ne peut pas jouer à cela. Bon, alors, si vous êtes civilisés, il va falloir protéger votre civilisation. Mais si vous ne la protégez pas, vous la laissez ouverte, hein, comme vous faites maintenant, donc ce qui se passe, c'est que, bon, tôt ou tard, fatalement, vous allez arriver à soit vous parler le langage que l'ennemi comprend, soit vous laissez tuer. Soit vous laissez tuer, vous restez comme ça et vous ramassez une fois 2 personnes, une fois 3, une fois 150, une fois 25, etc. Hein, tout le temps, ad aeternam, jusqu'à l'éternité. D'accord? Voilà, mes amis, c'était juste un... Et bien sûr, ce que je vous ai raconté là sur la partie, on va dire, sexuelle de la chose, c'est une des dimensions, bien sûr. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga. D'accord? C'est construit. C'est construit par plusieurs couches. Ces gens sont exposés. Quand je dis ces gens, j'inclus moi, parce que moi aussi, je suis exposé à ça sans arrêt. D'accord? Sauf que moi, tu peux me dire ça pendant 10 000 ans, j'ai tué personne, tu comprends? Mais c'est pas tout le monde qui est comme ça, hein, tu comprends? C'est ça le truc. C'est que les appels à la mort, au djihad, à la tuerie, etc., ne sont pas toujours aussi explicites que ceux de la prière que je vous ai montré il y a quelques vidéos. Ce n'est pas aussi clair que cela. Il y a énormément d'appels qui peuvent parfois arriver à dose homéopathique. Parfois c'est très subtil, parfois c'est très fin, c'est très vague, mais c'est constant, sans arrêt. Ne serait-ce que de traiter l'autre de kafir, ne serait-ce que de dire, de développer chez les enfants cette vision binaire de l'humanité qui est religio-centrée. Ça signifie que il y a les croyants, il y a les mécréants. Il y a des enfants de 3 ans, en Belgique par exemple, des enfants de 3 ans radicalisés. Ça signifie, il a 3 ans, il apprend à peine à parler et il veut tuer des mécréants. Ça signifie pour lui, le monde se divise en quoi? Pour lui, Dieu a parlé aux Bédouins il y a 1400 ans. Enfin, ils ont assez de pétrodollars et ils nous l'ont dit, donc on les croit. Et puis, ce qui se passe, c'est que
la vision de l'humanité, donc des 7-8 milliards de personnes qu'il y a sur Terre, va se diviser en deux. Ceux qui croient en cela, on les appelle les croyants. Et puis ceux qui ne croient pas, on les appelle les mécréants. Et tous ceux qui sont mécréants doivent mourir. Des enfants de 3 ans. Alors vous comprenez les dégâts, les dommages qu'on fait. Quel genre d'adulte tu vas fabriquer avec ça? Quel genre d'adulte? Voilà, je ne vais pas parler plus que ça. Hein. Je n'ai pas envie que cette vidéo s'éternise. J'ai beaucoup de choses encore à dire, mais si je pars comme ça, je vais jamais m'arrêter. Je vais jamais m'arrêter. Vous savez, le crime contre l'humanité qu'on commet contre nous, parce que il faut savoir une chose, que ces saloperies, je vais vous dire un truc, ces saloperies, ces attentats, c'est ce que je veux dire, hein, vous avez compris, je pense. Elles ont, juste permettez-moi de le dire, je ne suis pas gauchiste ou autre, mais ne m'attaquez pas sur ça, mais elles ont 2 victimes, je vous explique. Il y a la société victime parce que ses membres sont en train de mourir, ses enfants se font égorger dans les gares, ou dans des salles de concert, ou pendant qu'ils sont en train de fêter un 14 juillet, un camion roule dessus. D'ailleurs, au passage, lors de l'attentat de Nice, j'attends une demi-heure dans la vidéo pour vous le dire, comme ça, tous ceux qui ne regardent pas jusqu'au bout et n'accèdent pas à cela, vous savez que il paraît que les journalistes cachent un certain nombre d'images de ces attentats-là, qu'il y a des images qui ont circulé, c'est pas des images de Photoshop, c'est des images réelles. J'arrive. Il y a des gens qui me disent: pourquoi tu ne règles pas ce problème de lumière? Mais peut-être j'ai pas envie de le régler, peut-être que des fois j'ai envie de prendre une pause, j'ai envie de prendre l'air comme je viens de faire. Là, je suis sorti, j'ai allumé la lumière, l'air de rien, j'ai pris une pause, j'ai respiré un peu, un bol d'air et tout ça. Je disais qu'il y a des images horribles qui correspondent à la réalité de ce jour-là où le terroriste semble avoir visé des enfants de manière très particulière. Et ces images-là ont été dissimulées pour essayer de ne pas nuire à l'image du djihad, n'est-ce pas? Parce que le djihad a très bonne réputation en France. Il y a une nana qui travaille dans une mairie française aujourd'hui. Elle a qualifié le djihadiste de martyr, le terroriste de martyr, n'est-ce pas? Donc, martyr, shahid, celui qui va au paradis, donc celui qui commet un acte extrêmement noble et tout. Hein, c'est le poids des mots. Je disais, il y avait 2 victimes. Une des victimes, c'est la victime évidente, c'est la société française qui voit ses enfants mourir sous des balles, sous des camions, sous des couteaux. Il y a aussi, permettez-moi je le dis avec beaucoup d'embarras, mais je le dis quand même, permettez-moi de vous dire que notre société est aussi victime, dans le sens où la haine, les envies de meurtre, les envies de crime, les envies de terreur touchent la victime directe, la victime vers laquelle ces sentiments ou cette volonté se dirigent, mais touche aussi la société qui est à l'origine de tout ça. Vous comprenez? Quand vous avez une société gangrénée par la haine, quand vous avez une société gangrénée par les discours de mort, par les discours de tuerie, par une forme de racisme abject, pire que le racisme du bof français, rentre chez toi, pire que ça. C'est le français bof, racisme, dit rentre chez toi, t'es un bougnou, j'ai pas envie que tu sois en France. Au moins ça. Ça fait rire, moi, ça fait rire ça, parce que le racisme qui nous distille dans nos sociétés, c'est pas rentre chez toi, c'est je te coupe la tête, c'est tu n'existes pas, c'est je t'efface de la terre, t'as même pas le droit d'exister, t'as même pas le droit à une belle mort. C'est même pas, ils te tuent même pas d'une balle dans le dos, ils te mettent même pas un sac, ils cherchent même pas à te, comme les sociétés occidentales, quand elles tuent les pires criminels qu'elles ont, elles cherchent à faire en sorte que la mort ne soit pas douloureuse. Genre, oui, on va lui mettre une veine là, on va faire un cathlon ici, dans cette veine, un autre ici, et on va essayer de lui mettre un premier barbiturique, on va envoyer un somnifère, on va envoyer des trucs, du pentotal, du je sais plus quoi, etc. D'accord? Pour que la mort soit la plus douce possible. Le racisme dont je vous parle, moi, c'est un racisme
où non seulement il tue l'autre, comme le gars qui a fait un profilage racial à la gare de Saint-Charles, mais il veut même pas que sa mort soit une mort facile. Il doit le tuer, il doit le sentir mourir sous ses mains. D'accord ? C'est... Donc vous voyez ce que je veux dire ? Vous voyez ? C'est pour ça que j'agis aussi. J'agis pour votre société, mais j'agis pour la mienne. Ma société est en train d'être pourrie par ça. Elle est en train d'être pourrie jusqu'au trognon par ces mentalités-là, par ce discours de haine. Et vous croyez qu'on va construire quoi avec ça ? Où est-ce qu'on va aller ? Qu'est-ce qu'on va faire ? On va rien construire du tout. C'est pour ça qu'on est en train de pourrir dans notre jus. Vous savez, je vais vous dire un dernier truc avant de partir, parce que j'ai pas envie que cette vidéo s'éternise. Je vais vous dire un truc. Je sais qu'il y a des musulmans qui regardent et je vais vous dire un truc. Regardez, je vais m'approcher de vous, je vais vous dire un truc. Je vais faire un pas des millions de kilomètres vers vous. Vous savez ce que je vais vous dire ? Je vais vous dire un truc. Ok, j'admets, pour la conversation, j'admets que votre islam, votre religion est venue de chez Dieu, que Dieu a parlé aux Bédouins. Ok ? Vous voyez, la mission elle est énorme, c'est un million de kilomètres que je viens de faire vers vous. Mais vous devez faire des kilomètres vers moi aussi. Et je vais vous dire, Dieu lui-même a échoué, a changé les Bédouins. Avant l'islam, c'était des pauvres types. Et après, ils ont toujours continué à l'être. D'accord ? Avant, c'était des porcs. Et après aussi. Ils ont massacré des peuples. Ils ont décapité des milliers de gens en une journée quand ils ont attaqué l'Asie. Ils voulaient battre des records d'égorgement. Des villes entières ont été passées au couteau. Ils ont déporté des millions de gens. Ils ont vendu des millions d'esclaves dont vous ne trouvez même pas les traces génétiques parce qu'ils les découillaient avant de les vendre. D'accord ? Dieu lui-même a échoué à les rendre des gens valables. D'accord ? C'est ça ce que je cherche à vous dire. Ok, je vais arrêter là. D'accord ? Même si j'ai encore une bonne douzaine d'idées dans la tête, mais je dois arrêter là. Et je reviens un autre jour et voilà quoi. Toutes mes condoléances pour la famille des gamines qui sont mortes. Et... ouais. C'est horrible. Tu sais, quand une personne meurt d'un crash d'avion ou d'un cancer ou autre, tu te dis... Tu sais qu'il y a des millions de gens, des millions qui sont dépensés dans la recherche contre le cancer. Tu sais que si la personne est morte de ça, c'est qu'on n'a rien pu faire. Tout ce que l'on peut faire a été fait. Quand une personne meurt dans un crash d'avion, tu te dis... C'est terrible, mais on sait bien qu'il y a beaucoup de professionnels qui travaillent pour que ceci n'arrive pas et que, voilà, c'est une fatalité, ça nous dépasse. Mais quand tu as deux gamines comme ça, qui sont tuées parce que un type voulait aller dans sa tombe, devenir zombie, et coucher avec des femmes sur la foi de texte, qu'on a retrouvées sur des peaux de moutons et des os, ça t'allume le cerveau en fait. C'est mon cas aujourd'hui, je pense. Voilà, je vous laisse mes amis et puis